Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Time Out, votre émission 100% NBA. On est lundi, demain c'est la reprise NBA et c'est littéralement la folie dans le studio. Non, bon, ok. Bah oui, parce que déjà on a un nouveau studio, ça fait 2 semaines qu'on a inauguré ce nouveau studio, donc on est content. Et puis bah c'est la folie parce que demain, messieurs, c'est la reprise tant attendue de la NBA. Alors on était parti pour cette émission sur une émission paris, avec les paris les plus fous de toute l'équipe. Finalement on s'est dit que ça allait prendre un peu de temps et puis que après les pronostics des équipes l'année dernière, on allait se concentrer sur la semaine dernière, sur les pronostics individuels, les trophées de MVP, MEP, de Defensive Player of the Year. Voilà pour l'émission de cette semaine. On parlera aussi du webzine The Playground avec 2 invités, Thibaut et Thiago, qui sont tous les deux avec nous en studio et qui ont participé à ce 3e numéro de ce magazine web qui allie illustrations et articles détaillés. On en parlera dans la dernière partie de l'émission. On a un programme assez chargé, encore une fois, messieurs. On est parti pour le temps mort le plus long de la NBA. C'est parti pour une heure de Time Out. Tous les lundis, c'est Time Out, la seule émission radio 100% NBA. Actualité, débat, analyse, statistiques, invités. En compagnie de Yonim et son équipe de chroniqueurs, le meilleur de l'NBA est passé au crible chaque semaine. Alors, pas de direct cette semaine. On a encore quelques petits soucis techniques. La semaine prochaine, normalement, tout sera réglé. C'est vrai qu'avec le nouveau studio, il a fallu gérer pas mal de petits soucis. Logiquement, la semaine prochaine, retour du direct. Vous pouvez néanmoins retrouver l'émission sur les réseaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram aussi, avec tous les replays de l'année dernière et puis des 2 premières émissions qui ont été magnifiquement tenues par Sam et Antoine, ce qui me permet de faire une belle transition pour présenter l'équipe de ce soir. Alors à ma gauche, on va commencer avec toi, Samuel. Sam, comment ça va ? Ça va, salut tout le monde. Très heureux d'être de retour pour parler NBA. C'est demain soir, ça reprend. Donc voilà, on va parler de tout ça. On va parler des récompenses individuelles. J'espère qu'il y aura des paris osés, messieurs. On va pas se cacher aujourd'hui. Mais ouais, ça va. Très content d'être là. Je lance plutôt pas mal l'émission. À ta gauche aussi, Antoine, qui lui aussi a présenté l'émission lors de ses 2 premières semaines. Antoine, comment ça va ? Salut Yodim, salut les gars, salut à tous. Ça va très très bien. Un dodo et puis la bataille commence. Donc c'est très très cool. Ouais. Ça va très très bien. Et on est très très chaud. Léo, on va faire de gauche à droite comme ça. Léo, du coup, à ta gauche aussi. Léo, comment ça va ? Ça fait longtemps ? Ça fait longtemps, ouais. Ça va et toi, est-ce que tu es content d'être revenu à la tête de Time Out ? Très belle question. Oui, franchement, beaucoup. J'attendais ça depuis tout l'été. Franchement, ça fait un petit moment. Depuis le mois de juin, ouais. Et puis voilà, c'est cool de pouvoir retrouver le studio, retrouver le micro et puis retrouver toute la team. Franchement, J'ai cru que t'allais oublier. Toi aussi, t'as eu peur ? Non, cette année, je vais faire attention et je vais essayer de pas vous oublier dans les présentations à chaque fois. C'est gentil, Oni. J'ai un petit peu pêché l'année dernière et on apprend de ses erreurs, comme on dit. Manu, comment ça va ? Ouais, bah ça va. C'est vrai que tu m'oubliais souvent l'année dernière. C'est vrai. Parlant d'oubli. Mais non, moi ça va. Sinon, super. Et j'ai, comme tout le monde, très très hâte d'être à demain 2 heures devant mon ordi pour voir ce choc. Cette affiche déjà. Il n'y aura pas Zion, mais on sera là. On sera là devant notre écran, donc on a très très hâte. Ça va être une belle soirée demain soir. Et puis pour compléter ce tour de table, nos 2 invités qui sont avec nous, Thiago et Thibaut. Messieurs, comment ça va ? Thibaut. Salut tout le monde, c'est Thibaut, ça va bien, merci. Non, merci en tout cas d'être là, Thiago aussi, j'espère que tu vas bien. Merci de l'invitation, et puis je suis très content d'être là, et puis on a hâte que la NBA reprenne. Fin de la free agency, on va arrêter de parler pour rien et voir des matchs. Ça va être bien. C'est vrai, il y a eu pas mal de débats sur est-ce que la free agency serait pas plus excitante que la saison régulière et j'ai envie de dire que non, pas du tout, parce que le jeu ne remplacera jamais tout ce qui est autour. Je pense que tous ces débats vont s'arrêter dès les premiers instants où la NBA va reprendre. Et je pense que tout le monde est un petit peu à cran en attendant cette reprise. Donc voilà, messieurs, on est parti. On va commencer du coup cette émission tout de suite avec les premières parties de cette émission. C'est parti. Come on, who has the best handles in the league? Dumb question. I think the skills moves. On vous l'a dit, comme la saison dernière pour cette 3e émission, juste avant la reprise, on va faire nos pronos pour les
les trophées individuels. La semaine dernière, vous pouvez réécouter l'émission hein, sur tous les réseaux. On avait parlé de ces équipes qui allaient, selon nous, performer. Là, on va s'intéresser à ces joueurs qui devraient faire, ces joueurs ou les coachs aussi d'ailleurs, qui devraient faire l'actualité cette année. On va commencer d'ailleurs tout de suite avec le premier trophée, qui est un trophée qu'on attend beaucoup. Il y aura pas mal de débats, je suppose. Je vois que vous avez tous bien préparé l'émission. On va tout de suite, messieurs, entamer avec le débat sur le Coach of the Year. On est parti tout de suite. He's what you're looking for in a coach today. Be the more aggressive team. We got to turn our defense out to another level. We can win this. A great job building year after year. One of the best regular seasons in franchise history. 12 minutes. Leave it all out there. On est parti, messieurs, pour ce premier débat sur le coach de l'année. L'année dernière, je vous le rappelle, c'était Mike Budenholzer qui a été élu le coach des Bucks, qui a été élu coach de l'année. Cette année, on va avoir pas mal de prétendants. Je sais que vous avez noté quelques noms. Qui veut se lancer pour son pronostic sur le coach de l'année? Léo? Moi, je veux bien commencer. Je vais commencer par le coach que je vais suivre particulièrement. C'est pas forcément mon favori, mais ça va être Brad Stevens. Parce que l'année dernière, on avait surtout entendu parler de lui il y a 2 ans, quand Kyrie avait été blessé, Gordon Hayward avait été blessé. Il avait mené les Celtics vraiment à une épopée dont tout le monde se rappelle. Une saison vraiment magnifique, qui s'est terminée jusqu'en finale de conf, perdu au Game 7 contre LeBron. Donc c'était vraiment un peu l'accomplissement de Brad Stevens. Il avait d'ailleurs même pas eu le coach de l'année cette année-là. Donc c'était un gros blasphème, Dwayne Casey. Et l'année dernière, on n'a pas trop entendu parler de Brad Stevens parce que c'était un peu le Kyrie Gate. Mais là, cette année, à mon avis, il va être vraiment exposé. Et je vais vraiment regarder les Celtics pour voir s'il arrive à réinsuffler l'esprit solidaire, conquérant, qui définissait les Celtics il y a 2 ans, et il y a 3 ans aussi, quand c'était Isaiah Thomas et Avery Bradley qui étaient aux commandes. Et qu'il a un peu perdu l'année dernière, donc c'est pour ça que je vais bien suivre Brad Stevens cette année et comment jouer Celtics, comment ils sont sur le terrain et voilà quoi. Je suis d'accord avec toi et pour exactement les mêmes arguments, tu soulèves très bien ce qu'il avait fait avant et à quel point c'était super ce qu'il avait fait. Tu parlais du Kyrie Gate, moi justement je pense que pourquoi je suis optimiste et pourquoi je l'ai mis dans mes prétendants cette année, c'est parce que, et je te posais la question Manu sur la première émission il y a 2 semaines, pour moi Kyrie c'était vraiment la raison pour laquelle Brad Stevens avait plus de difficultés. Pour moi, je sais pas si c'était un problème d'ego, mais je pense juste que Kyrie il était en fait pas compatible avec ces Boston Celtics de Brad Stevens et ce qu'il avait entamé avec. Manu, je vois que tu prends le micro, est-ce que tu es d'accord? En fait, il y a une donnée qui est assez simple, c'est que tout le monde est au courant que Kyrie, dès janvier, il voulait se barrer. Il savait qu'il allait partir. Voilà. Donc ton leader et puis même les joueurs dans la NBA, apparemment, tout le monde était au courant de ça. Donc quand je pense que le vestiaire était déjà au courant de ça, comment tu vas insuffler un élan positif à tes coéquipiers? C'est pas possible. On a bien vu le fiasco complet en play-off. Il a complètement déjoué, il voulait même plus jouer. Donc à partir de là, pour Brad Stevens, même lui il devait être au courant de tout ça. C'est très dur il n'était pas prêt. Lui, il a jamais eu. Ça a été la première année où il a dû subir ce genre de négativité, cette hostilité avec les médias. Et forcément, il avait moins d'influence sur la stratégie, la tactique sur le terrain, et puis ça se ressentait aussi dans les performances de Kyrie. Et c'est pour ça que moi je pense que cette année il va être un petit peu plus libéré, mais moi c'est pas mon favori, Brad Stevens. Moi, celui que j'ai mis en numéro 1, c'est pas celui que je vois peut-être le plus, mais celui que j'attends particulièrement cette année, c'est Brett Brown. Pourquoi? Parce que pour moi il a le 5 majeur en fait le plus complet peut-être de la NBA. Les Sixers, c'est offensif, c'est défensif et surtout il a été libéré un peu de la même manière que Brad Stevens. L'année dernière on disait qu'il y avait un petit problème, comment tu gères 3 gros joueurs que sont Ben Simmons, Joel Embiid et Butler. Plutôt bien fait quand même. Il l'a très bien fait, j'ai pas dit qu'il avait pas bien fait, mais j'estime que là avec le départ de Butler, même si on a un 5 avec pas mal de gros joueurs, va pas y avoir de problème d'ego. Enfin, je sens que ça va glisser et c'est à lui justement de trouver les clés et de faire bien jouer ce 5 majeur là. Et j'attends tout simplement de lui qui détrône les Bucks à la tête de la conférence Est. Je sais pas ce que t'en penses Antoine, mais Brett Brown, Brett Brown vraiment c'est la dernière pour lui quoi. De toute façon, il hésitait les Sixers hésitaient à garder soit Tobias Harris, soit Jimmy Butler. Ils ont gardé Tobias Harris. C'est vrai que il y a vraiment un collectif autour de Embiid en leader et Ben Simmons avec lui.
un Lorford qui va apporter son expérience et un Richardson qui est un très très bon joueur dans cette NBA là et calibre MIP l'année dernière. Ah non, ouais, ça va être à lui de faire le bon, de faire la bonne rotation. Bah, par contre, moi j'ai peur du banc, surtout vraiment la rotation des Sixers. Est-ce qu'elle est assez bonne? Est-ce qu'il va réussir à la gérer convenablement pour être le coach de l'année? Ouais. Mais est-ce que selon vous, Brett Brown a assez. Enfin, il l'a montré là, ça fait 3 ans. Est-ce qu'il n'a pas atteint ses limites aussi en termes de coaching? Là, certes, il a un effectif, en tout cas un 5 majeur incroyable. Ce qui ne veut pas dire que ces joueurs-là, il va réussir à les faire jouer, qu'il va réussir à insuffler sa patte. Est-ce que vous avez déjà vu un vrai style chez Brett Brown qui, du coup, peut le faire devenir le coach de l'année? Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, justement, ça va être le défi principal de Brett Brown cette année. Et c'est pour ça que j'estime qu'il a les armes et que s'il veut s'affirmer comme un des coachs les plus importants de l'NBA, c'est cette année ou jamais. Je sais pas ce que vous en pensez, Thiago et Thibaut. Si vous avez des petites préférences peut-être pour le coach de l'année. Moi, j'aurais plutôt envie de parler de Quinn Snyder. Ah ouais. C'est mon favori. Pareil. J'aime beaucoup ce que vous avez dit par rapport aux joueurs un peu relous, entre guillemets, à gérer. Il n'y en a pas au Jazz. Et en fait, avec leurs nouvelles arrivées, avec leur super intersaison, en fait, j'ai envie. Je ne sais pas si c'est un pronostic, mais j'ai envie que Quinn Snyder, il soit récompensé à la fin de l'année. Et en plus, c'est un vrai collectif défensif avant d'être un collectif offensif. Je trouve ça assez original. Voilà. Et tu vois pas aussi que le Jazz a quand même bien libéré même Donovan Mitchell. Côté l'aspect défensif, ils ont pris Mike Conley qui est le meneur parfait pour le style de jeu de Quinn Snyder. Même avec un Bojan qui est arrivé, donc on aura potentiellement un Conley qui remonte la balle, Mitchell qui aura vraiment de l'espace parce que Bojan et Ingles seront dans les corners, plus Rudy Gobert dans la raquette. Ça va vraiment, c'est les bonnes dispositions pour Quinn Snyder. Ouais. Messieurs, faut les mentionner, ils font partie des favoris au titre. Ça se passe du côté de Los Angeles, chez les Lakers avec Vogel et chez les Clippers avec Doc Rivers. Pour vous, ça pas de ce côté-là qu'on va trouver le coach de l'année? Vas-y si tu veux. Doc Rivers, pour moi déjà, faut pas oublier la saison dernière. Moi je le mentionnais parmi les meilleurs coachs la saison dernière. Il a été incroyable. Il m'a, au-delà du coach avec une forte personnalité, il sait gérer les égos. Là il va devoir gérer deux superstars avec un banc de qualité, des role-players, Bad Beverley, Shamet, tout ça. Il va devoir trouver, huiler tout ça. Et franchement, il en est capable. Il a montré en 2008 avec les Celtics, ça ne lui fait pas peur. Il connaît la marche à suivre, donc attention lui aussi, il a vraiment, il peut le faire. Franchement, les Clippers cette année, ça joue le titre. Donc Doc Rivers aura vraiment une chance de montrer que c'est l'un des tout meilleurs sur le banc, quoi. Peut-être moi j'ai juste un autre nom à citer, après je pense qu'on aura fait peut-être le tour des coachs. Moi j'attends de voir ce que va faire Mike D'Antoni à Houston cette saison. Je dis pas que je pense qu'il va être coach de l'année, mais j'attends vraiment de voir comment il va gérer le nouveau duo Westbrook-Harden. Et en cas de forte bonne entente, faudra le considérer comme... Je vois Thiago qui rigole, ouais. Il y croit pas trop, Thiago. Et je crois qu'il l'a déjà eu en plus il y a 2 ans, non, Mike D'Antoni? Je crois qu'il a déjà eu il y a 2 ans, donc en général ils aiment bien renouveler les lauréats des coachs of the year. Du coup ça m'étonnerait qu'ils soient vraiment parmi les favoris. Après on est plus dans les pronos que dans ce qui mais je vois ce que tu veux dire. Voir sur le terrain. Ok. Et je vous annonce que le coach de l'année sera Kenny Atkinson du côté des Nets. Ça commence. Fallait que je le place et voilà. Messieurs, on va enchaîner parce qu'on a pas mal de choses à se dire aussi ce soir. On va enchaîner avec le débat sur les défenseurs de l'année, le Defensive Player of the Year. On a un Français qui est favori, on va en parler, mais à côté, l'adversité sera féroce comme on dit. On va en parler tout de suite et vous allez nous annoncer quels sont vos favoris pour cette catégorie. Du coup, pour le trophée de MIP, je vais peut-être demander à... Défenseur. Ouais. Défenseur. Si tu veux, Sam, on peut enchaîner tout de suite. Mais on va quand même commencer par celui de défenseur de l'année parce que c'est vrai qu'on a un Français qui est double tenant du titre en la personne de Rudy Gobert et qui sera une nouvelle fois favori. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il peut faire le triplé cette année ou pas? Est-ce que ça vous semble assez difficile? C'est vrai que
Et on a vu, il y a pas mal de gros défenseurs dans la ligue actuellement. Est-ce que pour vous, Gobert peut faire le triplé ou pas? Bah, pour moi, il est naturellement dans les favoris, en fait, comme les Kawhi Leonard, Anthony Davis, Giannis. En fait, on retrouve souvent les mêmes depuis 3-4 ans dans les favoris dans cette course-là. Et oui, Rudy Gobert, si Dwight Howard l'a fait, je vois pas pourquoi Rudy Gobert pourrait pas le refaire cette année. Utah va pas devenir normalement une défense moyenne cette saison. Il en sera encore le patron de cette défense, donc il est naturellement un des prétendants à ce titre. Mais je pense que cette année, il y aura d'autres gars à surveiller qui vont peut-être récupérer le trophée. Juste un petit truc pour aller à l'encontre de. Enfin, j'adore Rudy Gobert. Mais tu trouves que c'est une fraude exposed? Non, mais non, tu caricatures ma pensée, mais à la Coupe du Monde, on a quand même vu ses limites dans le sens où sur pick and roll, il a quand même pas mal de difficultés. Et notamment pas mal de difficultés avec la notion d'aide défensive, et c'est quelque chose qui a vraiment, alors pas été exposé en mode regardez comment il est nul, mais qui a été qui est remonté à la surface. Après, même si ça a toujours été Utah, et même la FIBA c'est pas du tout pareil que la NBA, mais quand il y a un meneur en face quand il y a une équipe en face qui maîtrise bien le pick and roll, je trouve qu'il est très souvent perdu. Et peut-être que là, pour 3 ans de suite comme ça, pour le défendre, là Utah vient de récupérer un joueur qui excelle sur le pick and roll, donc là je pense que sur les entraînements avec Mike Conley il va apprendre, donc après apprendre en entraînement, je pense que Conley lui apprendra aussi comment défendre sur un pick and roll. Vous voyez qui vous en Defensive Player of the Year? Moi, parmi les mecs à surveiller, j'ai mis Pat Beverley et Miles Turner. Miles Turner parce que je crois qu'il était déjà 5e l'an dernier de ce classement. Et en fait, là maintenant que Thaddeus Young il est parti, qui a été Thaddeus Young, un très bon défenseur qu'il a encore prouvé l'année dernière, il a très bien défendu sur tous les plus grandes superstars. Bah là, avec le départ de Thaddeus Young et le fait que ce soit sûrement Sabonis qui va se retrouver à côté de lui et qui est très mauvais en défense, je me demande si en fait Miles Turner il va pas devoir faire le taf pour deux et s'il va pas justement step up encore plus en défense et pour vraiment contrôler la raquette. Et je crois l'année dernière c'était le meilleur bloqueur de la ligue, 2,7 par match. Il peut encore en lâcher 3 par match. Et il peut vraiment affirmer son assise défensive sur Indiana. Après sa super Coupe du Monde. Après sa super Coupe du Monde. Ouais. Mais ouais, du coup, moi je pense que ce sera le mec à surveiller cette année. Un favori, Thiago et Thibaut peut-être? Moi de mon côté, je trouve que le débat va être un petit peu compliqué parce que mon favori, je dirais que c'est Rudy Gobert pour un troisième coup. Mais en fait, je pense que ça va beaucoup dépendre des Clippers en fait. Tout va dépendre de comment ils vont articuler leur défense et à quel moment en fait est-ce qu'il y a un joueur dans cette équipe défensive qui va vraiment porter toute la défense ou est-ce qu'au contraire on va un peu splitter les stats et je pense que ça peut fausser le débat entre guillemets et du coup ça peut mettre en avant d'autres défenseurs. Donc il y a Miles Turner qui a été cité, mais là pour le coup moi je pense surtout à Rudy Gobert qui pourrait se retrouver dans une espèce de fausse concurrence en fait un petit peu tout seul entre guillemets parce que les autres pourrait se retrouver un petit peu bridé en fait au niveau des stats. Je sais que si vous avez, du coup on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais c'est vrai que je sais pas si vous l'avez vu, les GM ont sorti comme chaque année leur classement, leur pronostic eux aussi sur pas mal de critères. Ils ont annoncé du coup sur les critères défensifs quel est le meilleur défenseur de la NBA et à 45% ils ont répondu Kawhi Leonard. Donc ça peut être un bon prétendant et un bon exemple de qui sera élu. Juste pour vous donner une petite stat aussi, quel est le défenseur le plus polyvalent pour les GM justement? Ils ont mis Damon Green. C'est mon défenseur de l'année. Donc voilà, il y aura pas mal de concurrence. Je sais que le nom de Giannis a été pas mal cité aussi, même si à voir comment il va faire cette saison avec les Bucks. Et puis c'est vrai qu'avec Paul George et Kawhi du côté des Clippers, ça va être assez difficile de scorer face à ces Clips-là pour la saison. Thibaut, je sais pas si vous voulez rajouter un truc. En fait, j'ai une question. Est-ce que vous trouvez que Embiid, c'est crédible ou pas avec la dimension athlétique des Sixers, l'arrivée d'Orford qui peut beaucoup l'aider là-dedans? Vous croyez que c'est crédible ou pas? Parce qu'on l'entend. Justement, moi j'ai l'impression que les défenseurs de l'année, c'est vraiment un mec qui a tenu la baraque, c'est le défenseur de l'équipe, quoi. Il est connu pour ça. Et Embiid, je pense que c'est principalement pour ce qu'il fait en attaque d'abord qui va être mis en avant, un peu comme l'ont été l'année dernière Giannis et Paul George, même s'il aurait peut-être mérité. Donc
Ouais, Embiid, je pense vraiment que cette année, il va être plus concentré sur l'attaque, sachant qu'ils ont fait venir, tu as dit, Horford, mais aussi Josh Richardson, qui va être pas mal dans ce domaine-là. Moi, j'ai une question pour toi, Manu. Quid de Marcus Smart cette saison pour le... Bah, il a été élu l'année dernière dans le All Defensive Team. Très bon défenseur, j'adore ce mec. T'es sûr qu'il est dans le 5 ? Ouais, il est dans le 5, ouais, je me rappelle très bien. J'étais grave content pour lui d'ailleurs, parce que franchement, il le mérite. Mais non, il y a des clients au-dessus, mais ouais, il sera peut-être dans le 5, mais il y a des clients au-dessus. Après, déjà, je pense qu'il va sortir du banc. Donc peut-être déjà t'auras un peu moins de minutes, mais peut-être il va sûrement finir les matchs. Je disais ça parce que peut-être qu'il peut finir dans la catégorie des joueurs dont Thiago citait, de ceux qui, bon, évidemment, juste que les Clippers vont un petit peu fausser le débat, on va regarder un petit peu ailleurs. Ouais, en plus, t'as Stevens, il va essayer de faire... Parce que là, le Celtics, c'est vraiment une équipe avec peu de joueurs de grande taille, donc ça va vraiment être on va vraiment primer sur l'effort collectif. Et je pense Smart, voilà, sera un des leaders, mais il n'aura pas le même impact qu'un Leonard ou qu'un Gobert, je pense. Ça, c'est sûr. Pour moi, Gobert, juste pour finir, Gobert sera défensif une troisième fois. Ah ouais. Ouais. Eh ben, le pari est lancé. C'est vrai on verra ça. Très bonne transition, Manu. Tu parles de joueurs qui vont sortir du banc. On va quand même enchaîner avec une catégorie qui est toujours difficile à pronostiquer. On va s'y risquer quand même un petit peu assez rapidement, messieurs. On va passer au 6e homme de l'année. Vous allez nous donner quelques noms pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui ont toujours c'est toujours un peu difficile de pronostiquer ces joueurs-là. On passe maintenant au 6e homme de l'année. Off the bench. Sixth man of the year. The reigning sixth man of the year. That man can score any place, anytime. Lou Williams, instant offense off the bench. Juste sans transition comme ça me fait penser. J'ai fait un rêve cette nuit. Je vous jure. Je me suis réveillé et parce que Lou Williams c'est un six-man et je sais pas d'où ça sort. Mais Lou Williams avait planté 47 points et 47 rebonds dans un match. Voilà. 47 rebonds. Ce qui n'existera jamais, mais je me suis réveillé, il y avait ça comme feuille de stats. Voilà. T'avais joué à Touquet avant ou pas? Non, même pas. Et tu l'as dit, Lou Williams qui partira encore une fois favori, ça fait comme tous les ans depuis un certain nombre d'années avec les Clippers pour ce trophée de 6e homme de l'année. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous y croyez en Lou Williams ou pas cette saison? Et est-ce que vous avez d'autres noms à nous soumettre pour ce 6e homme de l'année? Messieurs, Léo, je te pose la question. À toi en premier, allez. Lou Williams, ouais, je pense qu'en fait il l'aura encore. mais c'est vrai que ce trophée, il est vraiment, il est à lui, il est pour lui. Non, il pourrait y avoir Montrezl. Moi j'ai mis Montrezl parce que l'année dernière il est fini sur le podium aussi, je crois. Et j'ai vu que Joe Ingles en fait allait sûrement sortir du banc cette année au Jazz, ou soit Joe Ingles, soit Bogdanovic, mais plus Joe Ingles. Et si jamais il fait 82 matchs en tant que 6e homme, franchement, Joe Ingles, il a une bonne tête de six-man. Moi, j'ai une autre tête à soulever, peut-être. T'as parlé de Bogdanovic, mais l'autre, celui des Kings. Ouais, Bojan Bogdanovic, c'est vrai. Moi, je l'attends beaucoup cette année. Il a pris, je trouve, une dimension. Alors après, il a toujours été excellent en FIBA, mais il était considéré comme le MVP de la compétition avant que la Serbie sorte à la Coupe du Monde. Et il avait pris une dimension. Voilà, ils étaient en galère, tu donnes la balle à Bogdanovic et ça rentre. Et voilà, moi j'attends vraiment de lui qu'il prenne la dimension qu'il a pris à la Coupe du Monde, qu'il transpose ça à la NBA. Et je pense que c'est un top 3 candidat pour moi au Six-Man cette saison. Très clairement. Si vous avez d'autres noms. Moi j'avais une question du coup, il me semble, Lou Williams, là, s'il le gagne cette année là, qui arrive, ça lui fera 3 d'affilée, on est d'accord? Ou il les a déjà eu les 3 d'affilée? Il n'y a pas eu Eric Gordon entre Ah, je crois qu'il y a Eric Gordon. Ouais, du coup ça fausse un peu ce que je voulais dire, mais dans l'idée, ça va un peu rejoindre avec le Defensive Player of the Year. Je suis pas sûr qu'on ait vu à plusieurs reprises dans les cérémonies en fait qu'on donne 2 fois les mêmes prix à 2 mecs sur 2 années d'affilée en fait. Donc il y a peut-être moyen que les 2 rôles en fait ça puisse, les 2 récompenses. Qu'il y a un brassage un peu. C'est possible, ouais. Ouais, Lou Williams l'a eu 3 fois du coup, donc en 2014-2015. Jamal Crawford l'a eu aussi pour sa 3e fois. Eric Gordon après, et du coup ça fait 2 ans que Lou Williams est titré sur cette catégorie-là. Je sais pas aussi, messieurs, j'ai un nom qui me revient en tête, Derrick Rose, qui a fait une très belle saison la saison dernière, qui du coup du côté des Pistons va essayer de retrouver
son illustre temps. Je sais que Sam l'aimait beaucoup. Est-ce que vous y croyez l'aime toujours d'ailleurs. Est-ce que vous y croyez en Derrick Rose du côté des Pistons ou pas? Ça n'a pas l'air de trop vous inspirer. Non, juste lui souhaiter de ne pas se blesser et que tout va aller. Ah ouais, mais voilà, on en est. Moi, j'ai envie de voir l'utilisation, j'ai envie de voir son utilisation Pistons déjà. On est obligé, vous respectez rien. J'ai vu la tête d'Antoine quand même. Moi, j'adore Derrick Rose, je lui souhaite tellement, mais j'ai déjà juste envie de voir comment il s'implique. Ouais, c'est ça déjà, et comment il va s'impliquer, comment Dwayne Casey, ce qu'attend Dwayne Casey de lui, sachant qu'il y a déjà Reggie Jackson qui a fait une bonne fin de saison la saison dernière, faut au moins lui rendre ça. Non, et voir ce que tu veux faire ce que Dwayne Casey veut faire de Derrick Rose avant de penser à un trophée de 6e homme. Est-ce que ça va fitter avec le jeu, avec le jeu très axé sur l'intérieur avec Griffin, qui peut stretch, et Drummond. Franchement, il y a plein d'interrogations sur lui. Je penserais plus dans les meneurs, je penserais plus à un Spencer Dinwiddie à la rigueur dans les 6e hommes. Moi, je vais pas parler de Derrick Rose, je suis subjectif. Je parle pas de Bogdan, je serai subjectif aussi. Je ne parlerai pas de Spencer non plus, du coup on va... Personne. Messieurs, est-ce que vous avez peut-être un autre nom avant de passer à la catégorie d'après? Possible. C'est ce que j'allais te demander du coup, vu que tu me dis qu'il sort du banc, peut-être par son apport et l'agressivité qu'il va amener, peut-être qu'il va pouvoir faire du bien Marcus Smart. Thibaut, t'as un favori En fait, vous l'avez dit, j'allais vous sortir le plus bel argument de la Terre, juste Spencer Dinwiddie, parce que j'aime bien. mais voilà, vous avez tout dit. Au scoring de fou à Brooklyn au final. Ça porte la balle, c'est vraiment l'année dernière, c'était la deuxième option offensive des Nets derrière D'Lo, je crois. Le meilleur passeur aussi des Nets. Pratiquement oui, parce que c'est vrai que à 16 points et Caris LeVert était beaucoup blessé et que derrière Joe Harris ça score, mais c'était pas notre principale arme offensive. Donc ouais, c'est vrai que Dinwiddie gros potentiel. Je vais pas trop en parler parce que je suis pas très objectif non plus, mais c'est vrai, pourquoi pas. Il l'a prouvé l'année dernière, il était dans les nommés aussi. Donc voilà. Thiago, peut-être un nom à nous soumettre? Pour le coup, Dinwiddie, moi ça m'a l'air pas mal aussi. J'ai l'hésitation beaucoup avec Lou Williams, mais d'un autre côté, je me dis, est-ce qu'il va vraiment planter 20 points avec une rotation avec Kawhi et Paul George? En fait, ça va vraiment dépendre de ça. Et si le mec après il continue à en planter 20, c'est fini, quoi. En fait, les Clippers ils font vraiment chier cette année parce qu'ils vont fausser beaucoup de trucs. Ils se battent partout. Donc tout va tourner un petit peu autour d'eux, ce qui se passe à côté. Donc voilà. On est bon, Yonim, pour le débat sur le Six-Man? On est pas mal et je sais que tu attendais avec beaucoup d'impatience ce débat sur la MIP que t'as très bien préparé. On va enchaîner tout de suite avec un autre trophée individuel, celui de MIP, la plus grosse progression de l'année. C'est tout de suite. This kid is something special. He is blowing up before our eyes. He certainly is the most improved player in the NBA. Highlight after highlight. One of the most improved players in the league this year. Messieurs, pour le MIP, le joueur qui a le plus progressé, Sam, je sais que tout à l'heure tu voulais l'annoncer en grande pompe. Qui tu vois toi MIP cette saison et qui va t'impressionner cette année? En fait, j'allais sortir un nom que je voyais vraiment, mais après Manu l'a déjà cité dans les défenseurs de l'année. Je me dis qu'en général, un excellent défenseur, il va rarement être MIP. Mais Miles Turner, pour moi, ça peut être un candidat cette saison. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il a 4 saisons NBA dans les jambes. C'était plutôt un grand espoir dans la ligue. Je dis pas que depuis il est mauvais, mais je trouve que ça fait 3 ans depuis sa saison rookie qui stagne entre guillemets, même si l'année dernière il a vraiment axé son jeu autour de sa grosse défense. Maintenant, pourquoi j'attends Miles Turner? Parce que pour moi, il a vraiment des grosses capacités offensives malgré ses capacités défensives. Et puis surtout, il perd Thaddeus Young. Donc il va avoir un autre rôle au sein des Pacers. On parle des Pacers comme top 5, top 6 peut-être de la ligue, sauf qu'on ne sait pas quand Oladipo va revenir et qu'il faut que les gars ils assurent. Et décembre, voilà. Donc décembre, c'est-à-dire qu'ils vont jouer au moins 2-3 mois sans Oladipo. Et si pendant 2-3 mois t'es pas un minimum performant, la course au playoff elle peut déjà être impactée. Donc du coup voilà, moi Miles Turner, j'attends beaucoup de lui cette saison. J'espère qu'il va step up parce que même en termes de scoring, il tourne autour de 12-13 et je pense qu'il peut faire mieux. En termes de rebonds aussi, il en prenait 7 l'année dernière, même si c'était un des meilleurs contreurs l'année dernière. Il prenait 7 rebonds, je pense qu'il peut faire mieux là-dessus et on sait que le MIP a aussi cette dimension statistique. Donc voilà. Après, comme autre prétendant, je vais vous laisser citer les noms, je vais pas sortir les 5 noms que j'ai notés, vous allez sûrement les dire à ma place. Moi justement, j'en ai un autre à Indiana et pour moi ce serait plus Malcolm Brogdon qui aurait une tête de MIP. Parce que voilà, comme je dis, Miles Turner il a perdu Thaddeus Young, donc pour moi il sera plus sur les tâches défensives en fait pour protéger la raquette, alors que Malcolm Brogdon là il était 3e, 4e lame offensive aux Bucks,
Là, franchement, avant le retour de Ladipo, pour moi, c'est numéro 1 en fait. Tout va passer par lui, ça va être le meneur. Il arrive avec un beau contrat quand même. Plus que Sabonis, tu penses? Sabonis, ça discute en ce moment. Sabonis est dans des rumeurs de trade, alors que là, tu vois, Brogdon il vient d'arriver, un contrat sur 4 ans. Donc le jeu, il va passer par lui, c'est lui qui va tenir la balle. Et il a prouvé que c'était un joueur très très propre. Je crois qu'il a fait 50, 40, 90 l'année dernière. Et franchement, l'année dernière, il était déjà à 15 points aux Bucks en prenant que 11 shoots. Cette année, franchement, en ayant vraiment une équipe sur ses épaules jusqu'au retour de Ladipo, il peut péter les 20 points de moyenne. Et dans ce cas-là, il sera candidat MIP. En préparant l'émission, messieurs, il y a des noms qui sont revenus plutôt pas mal, dont celui de Lonzo Ball du côté des Pels, qui vont faire logiquement une belle saison. Enfin, en tout cas, on s'attend à ce qu'ils fassent une belle saison, qui passera du coup par une belle saison de Lonzo Ball aussi. Est-ce que vous y croyez en une sorte de renaissance un petit peu de Lonzo Ball et qui va vraiment laisser pour le coup éclater son talent un peu loin des Lakers et de tous ses problèmes? Thiago, je te vois hocher la tête, tu crois? Non, moi j'y crois. Après, de base, je trouve que le MIP c'est toujours le trophée le plus difficile à juger parce que en fait, ça peut arriver avec un mec qui était 28ème de draft qui arrive et qui va nous planter 15 points dans la saison. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est toujours un peu compliqué, mais je pense que Lonzo a le profil. C'est un mec qui a eu pas mal de galères depuis le début de sa carrière en NBA. Là, il est un peu libéré de Los Angeles, de son père aussi. Il va enfin pouvoir jouer sur des bonnes chaussures et arrêter de porter les pompes qu'il avait avant. Donc non, ouais, je pense que ça peut jouer. Et en plus, il y a quand même une équipe qui peut s'articuler autour. Bon, Nazayan, même si il est très injury prone et que ça va être compliqué, mais avec Drew Holiday en plus pour à côté, c'est sympa. Ouais, aussi, je pense qu'il y a de quoi progresser et ça m'étonnerait même pas de le voir de temps en temps à débouler sur du quasiment 20 passes sur un match, bien sûr, pas de moyenne. Ce serait assez fou, mais oui, non, je pense que ça peut arriver et peut-être pas offensivement au niveau des points. Ça a monté, mais peut-être au niveau des passes. Et vu que c'est quelque chose qui est assez rare depuis Chris Paul, peut-être, ça pourrait peut-être attiser un petit peu la hype à ce niveau-là. Moi, j'ai juste une question pour Manu. J'ai beaucoup de questions pour toi ce soir. Manu, Jason Tatum, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est un fort joueur. Fort joueur. On est tous tombés dessus la saison dernière, à juste titre d'ailleurs, parce qu'il a un peu changé son jeu par rapport à sa première saison. Un peu Kobeisé, je sais pas comment on peut dire ça. Mais qu'est-ce que tu voulais me dire sur Tatum? Favori ou pas? Est-ce qu'il est dedans? Moi j'y avais pensé, j'avais songé. Il va augmenter. C'est ça, s'il met ses 19-20 points par match. De confiance, de retrouver de l'adresse. Notamment, il a dit en médiadeck qu'il allait davantage pénétrer dans la raquette et tirer à 3 points, chose qu'il faisait très peu l'année dernière, souvent du mid-range. Donc, et des pourcentages un peu bof. Donc cette année, c'est sa 3e saison. Faut vraiment aussi mesurer, nuancer. C'est sa 3e saison, donc faut se calmer. Et puis avec un collectif et un vestiaire un peu apaisé, attention. Ton favori, toi, Tatum? Favori, c'est difficile comme il a dit. Ouais, c'est très difficile de dire qui sera favori, mais je pense déjà il va augmenter ses stats, donc naturellement il sera dans la course. Rapidement, j'ai un dernier petit nom aussi qui est assez cité, c'est Bam Adebayo. En fait, déjà, il correspond parfaitement au style athlétique développé par Spoelstra et le Heat. On le voit, c'est extrêmement athlétique. Et surtout, il va gagner beaucoup de responsabilités avec le départ d'Hassan Whiteside. Donc là, vraiment, il aura toutes les clés dans la raquette. On l'a vu sur la fin de saison, il y a moyen qu'il tourne en double-double assez rapidement. Il y a une belle progression. Donc, comme Tatum, il rentre dans sa 3e année. C'est un profil offensif vraiment différent pour le coup. Donc pareil, à voir son développement. Mais avec le jeu de Spoelstra, on voit que déjà avec Butler, ça commence à taffer dur du côté du Heat. Donc il y a moyen qu'ils se mettent bien en avant Bam Adebayo aussi. Thibaut, tu penses à quelqu'un? Ouais, en fait, moi j'avais 2 noms, vous les avez cités. J'aime beaucoup le défi qui attend Malcolm Brogdon. C'est un joueur que je suivais beaucoup là, quand il était à Milwaukee. Il a fait des gros playoffs en plus, donc il est vraiment sur une pente ascendante. En effet, ça concorde finalement avec la blessure de Ladipo. Et mon 2e nom, en fait, c'est Jason Tatum. Voilà, c'est pas un choix du cœur. Mais il a vraiment un gros talent. Et en fait, avec les départs de Boston, on se dit que finalement, il y a Kemba Walker qui arrive. Il y a un peu une alchimie à retrouver. Il a les clés du camion quelque part. Un peu, il est jeune, mais un peu. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est les 2 noms qui me trottent dans la tête, mais.
C'est vrai qu'on le sait, c'est un des trophées les plus difficiles à annoncer, et surtout en début de saison. Alors qu'on Gianni Obion, on l'aura pas vu. Quand tu vois le podium l'année dernière, ouais, tu te... avec c'est Siakam qui a touché le max en plus là récemment. Donc c'est vrai que il y a des joueurs comme ça qui émergent, compliqué à pronostiquer. Mais c'est risque, c'est le but de ces paris. On enchaîne, messieurs, quand même avec il nous reste 2 grosses catégories, peut-être les plus attendues, celle de rookie de l'année en premier, une grosse cuvée aussi cette année. On va enchaîner, messieurs, avec vos pronos pour le Roy, le rookie de l'année. With the first pick in the 2019 NBA Draft, the New Orleans Pelicans select Zion Williamson from Duke University. Zion Williamson, premier de la draft cette année, qui fera, je regarde tout le monde autour de la table, mais qui fera le favori de ce rookie de l'année. Tellement il est fort, tellement. Le seul problème, on le sait, c'est ses blessures et c'est son physique. À voir s'il va pouvoir confirmer. Est-ce que vous y croyez quand même, messieurs, en ce rookie de l'année que sera Zion, peut-être, ou pas, Manu? S'il n'est pas blessé, il n'y a pas de doute pour moi. Malheureusement, on va pas tirer des conclusions hâtives, mais la pré-saison, j'ai vu les matchs, j'ai eu peur. Il est dominant, mais c'est un truc de fou malade. C'est incroyable. Moi, il m'a étonné. Il est vraiment trop fort. Genre, il a des moves. Il a une finition au cercle, mais c'est incroyable. Non, mais il fait contre Utah là. Ouais, contre Utah, c'est Gobert en face, donc grosse défense. Ah non, lui, s'il est en jambes, c'est carton assuré, c'est donnez-lui le titre, c'est bon. Il a relégué, la concurrence est trop loin. La concurrence, ça va être R.J. Barrett, ça va être Ja Morant. Oui, Ja Morant. C'est trop juste pour espérer ou il est trop dominant en fait. Comme on disait, c'est sauf blessure en fait. Il y a un peu une chance sur 2 que ça arrive, mais s'il n'y a pas de blessure, on sait très bien ce qui va se passer. C'est lui qui va gagner, à moins qu'il devienne tout d'un coup un manche devant le cercle. Mais ça va être... Après, c'est sans doute lui qui est dans la meilleure équipe aussi. Alors, on peut voir ça des deux côtés. À la fois, il y a le côté collectif avec toutes les victoires qui pèsent plutôt qui penchent plutôt pour Zion. Après, peut-être que Morant ou Barrett vont être plus exposés finalement. Ils vont être un peu plus libres de s'exprimer. Du coup, ils pourront peut-être un peu faire pencher la balance. Mais c'est vrai que s'il est en forme, Zion. En fait, déjà, il démarre avec une hype qu'on n'a pas vue depuis 2003 avec LeBron James. Donc, déjà, ça, il part déjà avec un avantage. Donc, Ja Morant, ça va être compliqué parce que c'est Memphis, il va peut-être pas gagner beaucoup de matchs. C'est Memphis, mais il aura les clés du jeu, quoi. Ça peut être sa chance si Zion, s'il y a des blessures, quoi. Là, Memphis va vraiment lui filer les clés. Valanciunas, il en a parlé, il disait que les joueurs, ils allaient se régaler avec lui parce que il écarte. Il a une vision de jeu qui est incroyable, il accélère le rythme. Donc il a sa petite chance aussi. Elle est vraiment au film. Tu parlais de hype, Manu. Il y a un autre joueur autour duquel il y a une petite hype, qui n'est bien sûr pas aussi importante que Taco Fall, c'est ça? Ah non, mais je parle même pas de Carson Edwards, on en parlait en off. Je parle de Tyler Hero, côté de Miami, la petite hype là. Léo, toi, je sais que t'es mesuré à ce sujet-là. Je ne regarde pas la pré-saison. Et du coup, je ne juge pas sur la pré-saison. Mais franchement, j'ai vu quelques vidéos et il a l'air d'avoir fait des choses très bien. Mais on verra quand la saison commence. Mais il a l'air offensivement très réglé déjà. En fait, on aurait dû faire un débat, c'est si Zion se blesse, qui peut être rookie de l'année? C'est ça en fait. Et là, ça aurait été peut-être plus intéressant. S'il fait 80% des matchs, il n'y a pas de débat, comme vous avez dit. Parce que là, on est en train de dire, lui, c'est pas mal. Bon, après, si Zion, il est là, Zion, il est là. Zion a trop fait. Qui faut regarder d'autres, en fait, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Il y a Michael Porter Jr. aussi qui est un rookie, la Ben Simmons qui va débuter cette année, qui a un gros potentiel offensif, drafté l'année dernière par Denver. Oui, puis Denver peut aller loin en plus. En plus, donc voilà, il a vraiment sa place. Il faut voir s'il joue 2 minutes ou 10 minutes. C'est son physique, c'est son dos, quoi. Ça reste son dos, mais c'est un vrai profil d'ailier scoreur dont Denver raffole. Aimerait avoir. Les noms qui reviennent, c'est Zion forcément, Ja Morant évidemment aussi, puis R.J. Barrett du côté des Knicks, qui aura pas mal de responsabilités logiquement. Darius Garland aussi, qui est du côté des Cavs, qui a un beau profil. Après, les Cavaliers qui vont faire
une saison compliquée logiquement cette année, donc ça va être difficile pour lui. J'en ai un aussi. Toujours aux Pelicans, c'est Nickeil Alexander Walker. Attention, suivez-le. Si vous C'est êtes vrai pas qu'il au courant, gros a potentiel. il a une belle hype aussi, le cousin de Shai Gilgeous. Ouais, c'est cousin. C'est la famille, donc ça reste gros potentiel familial. Moi, j'en ai un dernier, Daniel Gafford à Chicago, mais c'est bon, on en parlera plus. C'est même pas Kobe White. Voilà messieurs, on a lancé pas mal de noms, logiquement ça sera Zion, comme on l'a dit, s'il fera une grosse partie des matchs. On va passer au dernier trophée, peut-être le plus attendu, celui sur lequel il y aura peut-être le plus de débats parce qu'il y a pas mal de noms qui vont ressortir. On va passer au trophée tant attendu, messieurs, de MVP. C'est parti pour le dernier trophée. Play on. There's nothing there. Play on. And the MVP chance go up for Steph Curry. Well, this is the only thing that the Rockets can do. Messieurs, le trophée de MVP. Alors j'ai préparé des conducteurs, je vous ai mis quelques petits noms pour les autres catégories. Là j'en ai pas mis parce qu'il y a du monde et puis parce que je suppose que les mêmes noms vont revenir. Messieurs, si je vous dis MVP cette année, à la fin de la saison, vous me dites Anthony Davis. Anthony Davis parce que le mec fait des stats de MVP depuis 5 ans, sauf qu'en fait il était à New Orleans où il a quasiment pas joué les playoffs. Et là il se retrouve aux Lakers, les Lakers le voulaient absolument, finalement ils l'ont eu. Il se retrouve avec LeBron, je pense que leur duo ça va être une alchimie, enfin ces deux monstres techniques pour moi ça peut pas échouer cette association. Donc en plus LeBron il va être à la main, donc il va le chouchouter, il va le servir. En fait, il est vraiment dans les meilleures dispositions pour continuer à envoyer du 28-14, martyriser les raquettes adverses et être MVP. Moi j'ai deux noms que j'aimerais soulever. Tu parlais de Joel Embiid tout à l'heure. En défenseur de l'année. C'est toi qui parlais de Joel Embiid tout à l'heure. Je pense qu'avec le départ de Butler, il n'y a plus d'illusion sur la première arme offensive des Sixers cette saison. Et parce qu'il il n'y a jamais eu illusion, pas en playoff, mais... Non, mais c'est-à-dire que pour moi, le franchise player et le meilleur joueur d'une équipe, c'est celui qui va mettre le plus de points, mais c'est aussi celui à qui tu vas donner la balle quand tu as besoin de scorer. Et l'année dernière, c'était clairement Jimmy Butler en fin de match. Là, Jimmy Butler est pas là. Si c'est pas une bite, c'est qu'il y a vraiment un souci de leadership ou de clutchitude, etc. Et je pense que c'est la saison pour lui. Moi, le début, sur les 2 premiers mois de la saison dernière, peut-être un peu loin, mais pour moi c'était lui le MVP du début de saison, c'était monstrueux. Et là il a toutes les clés, il n'y a rien qui va le stopper, donc s'il veut se rentrer dans la course, c'est cette année. Et le deuxième nom que je vais citer, c'est Stephen Curry, parce que faut pas oublier. Et il y a même Steve Kerr qu'on a peut-être un petit peu oublié pour les coachs de l'année, mais si les Warriors font quelque chose, non, Curry là il va être, je le sens qu'il va être en mode old school, en mode 2016. Il y avait l'apéro Trash Talk il posait une question, est-ce qu'il peut tourner à plus de 30 points par match? Moi j'ai une autre question à ce niveau-là. Tu parlais de Paris tout à l'heure et qu'on n'allait pas en faire, mais j'ai envie d'en lancer un. Est-ce qu'il pète son record à 3 points en une saison? C'était 400, 402, 403. Là franchement, j'ai envie de dire que les 402. conditions sont peut-être réunies pour. Ouais, c'est possible. Je sais pas ce que vous en pensez les gars. Franchement, moi je pense qu'il le fait cette année ce record. Déjà là cette saison, il avait quasiment les mêmes pourcentages et il shootait juste un tout petit peu moins. Là, pas de Clay, pas de Kevin Durant. S'il est en mission, il va en prendre encore plus. Et moi, je pense qu'il prend 3 ou 4 3 points de plus que d'habitude. Et puis, c'est vrai qu'avec D'Angelo Russell à côté de lui, qui pourra aussi le. Ouais, on sait que Curry n'a pas besoin de ça pour se créer ses shoots et que. Mais ça peut l'aider. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que son record en 2016, parce qu'il est aussi bien entouré, du coup ils attirent l'attention. Là, tout le monde saura qu'il va falloir cibler Curry en premier. Ouais, mais ça fait 5 ans qu'on le sait. D'accord. Désolé, là, on t'enlève Kevin Durant et Klay Thompson. Désolé, là, tout de suite, tu sais que ce sera le danger numéro 1, ce sera Stephen Curry. Donc, D'Angelo a aussi voir l'association entre les deux. Donc, pour moi, il le bat pas. C'est mon petit prono. Et c'est qui ton favori MVP? C'est Anthony Davis, malheureusement. J'ai un peu le seum, mais ouais, ce sera lui. Est-ce qu'il y a un nom qu'on a oublié de... Bon, après, Thibaut a envie de donner un nom. Yanis peut-être. Ouais. il est connu non? Moi je vais pas parler de Yanis, j'en ai déjà beaucoup parlé l'année dernière. Mais j'ai pensé à le mettre en Deepoy, en MVP, en MIP, partout. Yanis, il y a aussi James Harden.
possible selon vous? Un Clippers, là, il n'y a pas de Clippers. Là. Y a pas de Très Clippers sceptique à propos des Rockets, Thiago, j'ai remarqué. Il n'y a pas de Clippers là dans la bataille. Yanim, je croyais que tu pensais pas à un Clippers en MVP, toi? Moi, si je mettrais Paul George, comme l'année dernière, il était longtemps dans la course. Là, je le vois je vois les Clippers faire une grosse saison, donc forcément, un Paul George faire une grosse saison. Il va rater un petit peu le début, bon, ça devrait pas. Et le côté très bon des deux côtés du terrain, pour moi, ça joue énormément pour le trophée d'MVP. On sait que Paul George est un grand défenseur, c'est un attaquant de folie aussi, assez complet, donc pourquoi pas. Après, avec la saison des Clippers, je le mentionne en tout cas. Voilà. Moi, je trouve que dans la même équipe, il y a un mec qui a les mêmes catégories, qui a les mêmes caractéristiques, mais un peu mieux. Et une bague et voilà, il a pris une autre dimension Kawhi Leonard l'année dernière, c'est-à-dire qu'il a montré qu'il pouvait excellemment bien défendre et aussi scorer beaucoup. Moi, je vois plus s'il y en a un des Clips Kawhi Leonard, qui vraiment dans le côté offensif a pris depuis 2 ans. Je me rappelle pas début de saison dernière, mais au début de saison celle d'avant, il avait battu son record de nombre de points sur un match et c'était 31. Non, il avait fait plus de 30 points aux Spurs quand même. Il avait fait des petites 35. Jusqu'à il y a 2 ans 35, mais c'est vrai que c'est pas un mec qui cale des orgies offensives. Hein. Genre, j'avais vu ça à un moment où Kawhi Leonard était déjà le joueur qu'il était, et je vois 32 points, il pète son record. Et là, il a pris vraiment une dimension. Ouais, c'est vrai qu'il est devenu très fort en attaque. Et puis je vois même plus Paul George être un lieutenant de Kawhi que l'inverse. Donc voilà. Thiago. Moi, je voulais ajouter un nom. On a parlé d'un mec de Los Angeles, mais il y en a peut-être un deuxième, même si. Il y a un débat qui peut se faire, mais LeBron, on l'a pas mentionné. Et ça fait des années qu'on le mentionne pas, j'ai l'impression. Mais avec Anthony Davis, moi, je vais dire ce que j'en pense. Je pense que c'est un mec qui va se blesser de toute façon cette saison. Anthony Davis ? Ouais, c'est un gars qui est un habitué de la pharmacie. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a LeBron qui va tenir les rênes. Et si les Lakers font une bonne saison, qui finissent en play-off, contrairement à l'année dernière, il peut être dans les noms. Après, moi, je le vois pas gagnant, mais je pense que là, il y a la hype avec lui, il y a tout. Donc, est-ce que les gens, même au niveau de la hype, si les deux noms sont mentionnés, il n'y a pas LeBron qui gagne par-dessus L'année dernière, LeBron était dans les mentions, en tout cas pendant assez longtemps, avec même si c'est blessé après, que forcément les Lakers sont un peu déçus, il faisait quand même une saison incroyable. C'est lui qui tenait ses Lakers à bout de bras. Et LeBron, quand il fait du LeBron, c'est assez impressionnant en termes de scoring, de passes, on va l'attendre de l'autre côté du terrain en défense, notamment parce que il était mignon en attaque, mais en défense, les petites vidéos où il lève la patte on battait les couilles pour défendre. 2 autres petites mentions, je pense qu'ils se font manger par la concurrence, mais comme d'hab, Damien Lillard fait des saisons d'MVP tous les ans, il sera pas. Qu'est-ce qu'il y a des saisons d'MVP tous les ans, la notion d'MVP elle a quand même évolué depuis. Damien Lillard, c'est pas des saisons d'MVP? Ah, c'est des excellentes saisons, c'est des MVP. 3ème à l'Ouest. Oui, mais s'il fait des saisons d'MVP depuis 6 ans, il en aurait quand même pris un. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a trop de monde. Il faisait des saisons. Il est pas à la bonne époque pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. Sur la décennie, et surtout en 2011, il y a personne qui avait fait moins bien que lui, quoi. Voilà. C'est tout pour moi. Antoine, tu voulais lancer un deuxième nom? Non, toujours c'est la mention Nikola Jokic. Ouais. On l'attend. Oui. On l'attend. Ah, tout le monde est d'accord. Oui. Non, c'est vrai que grosse saison la saison dernière, et puis à voir là comment il va gérer cette deuxième saison très attendue pour le coup, parce que c'est vrai qu'on va beaucoup l'attendre. Déjà, il est arrivé bien rond. Il est bien content. C'est rassurant. On sait qu'il va. Il est heureux. Ouais, Jokic, j'ai l'impression que c'est l'éternel 4ème pour le MVP. Je le vois pas. Je ne vois pas avoir cette dimension. Il est dans les mentions. Je pense que ça dépend aussi de son top 10 Denver, quoi. Mais top 10 MVP. Mais même franchement, faudrait vraiment qu'il fasse quelque chose d'historique Denver pour qu'on ait Jokic. Et puis là, il a pas trop de hype non plus. Enfin, avec toutes les paillettes à côté, ça m'étonnerait. Il y a aussi cette dimension, cette dimension-là, cette dimension de star un petit peu pour le MVP. Messieurs, voilà, donc vous êtes à peu près tous d'accord. Anthony Davis en grand favori cette saison. Embiid. Curry. On est tous à peu près d'accord. Et on est tous à peu près d'accord. Parfait. Messieurs, voilà pour nos paris. Alors on a fait toutes les catégories. On verra à la fin de l'année. Je réécouterai attentivement tous vos pronostics. Cette émission, on va bien l'archiver, on va bien la garder. Et puis on la ressortira
jours de la récompense. On va enchaîner quand même parce que vous l'avez peut-être entendu, on a 2 invités depuis le début de l'émission avec nous. Ils sont là pour participer aussi, mais on est là pour présenter leurs travaux. Et leurs travaux, c'est quoi ? C'est le webzine The Playground. Ils ont participé et on va en parler tout de suite dans cette dernière partie d'émission. Come on, who has the best handles in the league? Dumb question. I think excuse me. Thibaut, Thiago, vous êtes avec nous déjà. Je vous remercie une nouvelle fois d'être avec nous en studio et en plateau avec nous pour nous parler de ce magazine. Merci à toi, merci à vous. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas eu la chance, parce que c'est vraiment une chance d'avoir vu ce magazine, c'est quoi ? C'est un web magazine du coup qu'on trouve uniquement sur internet. C'est le 3e numéro qui du coup on avait reçu Stelios la saison dernière, Dunkakis sur les réseaux, qui du coup a fondé qui a créé ce magazine qui alterne entre parties illustrées du coup et puis articles assez détaillés, il y a des interviews sur toute la culture basket, etc. Vous avez tous les 2 participé du coup à ce numéro, d'un côté plus rédacteur, de l'autre plus illustrateur. Première question, avant de présenter ce que vous avez fait dans ce numéro, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce 3e numéro ? Qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Quel est le thème de ce 3e Playground ? Alors, déjà à la base, le Playground, il faut le voir comme un... Donc là, il sort sous forme de webzine, mais il faut quand même le voir plus sous la forme d'un collectif. C'est vraiment une bonne dizaine, une petite vingtaine de passionnés qui parlent et qui rendent soit des illustrations, soit des textes, soit un peu de tout. Donc là, ça se manifeste sous la forme du webzine, et en effet, c'est le 3e numéro. Et donc c'est un spécial Europe cette fois, Europe, l'Europe du basket, ou le basket de l'Europe comme on veut. L'Europe de façon générale, les Européens en NBA mais pas que, autour de la culture, donc on rentre forcément pas mal dans l'histoire. Il y a pas mal de sujets intéressants. Avec une belle couverture de Giannis, bien évidemment, quand on sait qui a créé le magazine, ce n'est pas très étonnant. Du coup axé sur l'Europe pour ce 3e numéro. On va présenter un petit peu ce que vous avez fait. Thiago, je te regarde toi tu étais plutôt du côté des illustrations. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton taf dans ce numéro ? Moi déjà, pour information, c'est ma 2e participation au Playground. J'étais là à la première édition et celle-ci la 3e. J'aurais dû être là à la 2e, mais mon matos m'a lâché, donc j'ai pas pu rendre. C'était impossible de bosser dessus. Mais oui, cette fois-ci, on m'a appelé pour pouvoir proposer un travail d'illustration avec l'article qu'a fait Amandine, qui est allée en Grèce, il me semble que c'était l'année dernière. Donc, elle y était allée lors de la saison dernière pour aller voir un match entre l'Olympiakos et le J'ai toujours du mal avec le nom de cette équipe. Panathinaikos ? Ouais, voilà, exactement. La rivalité entre les 2 équipes. Et du coup, elle y a été, elle avait pris des photos et elle a pu aussi me décrire un petit peu l'ambiance du match, et c'est d'ailleurs aussi le thème de cet article-là, de décrire un petit peu l'ambiance, notamment dans les tribunes, le fait que c'est une folie de vivre ça, qu'il y a une vraie rivalité en fait. On croirait voir pour les fans de foot du Boca River Plate. Mais il y a des fumigènes et tout. Ouais, c'est une dinguerie. Et du coup, j'ai essayé d'illustrer ça de mon côté en jouant avec le côté illustration, bande dessinée, manga, parce que c'est ce que je fais en dehors de faire des illustrations pour The Playground, donc on a voulu jouer là-dessus et puis voilà. C'est vrai qu'on le voit, on l'a sous les yeux là en plus, tout le magazine, il est coloré, il y a des couleurs de partout et des illustrations. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes plusieurs illustrateurs du coup à taffer sur ce numéro, donc voilà, vous avez tous un peu votre style, votre patte, et toutes les pages sont différentes. Il n'y a pas 2 pages qui sont les mêmes, et voilà, tout le monde a un peu bossé pour créer un truc un peu différent, c'est intéressant. Toi Thibaut, du coup tu étais plus du côté des rédacteurs. Présente-nous un peu ton article pour le coup, sur quoi t'as taffé en l'occurrence. En fait, j'ai 2 papiers là dans ce numéro-là. C'est toujours en fait avec le même binôme avec Nicolas, donc c'est @Koubi, K2OBI sur Twitter. En fait, on a un premier travail sur Pau Gasol
Alors ça, c'était. C'est le poème. Non. Ouais. Bah, en fait, on l'appelle un peu comme on veut. C'est vrai que dans les 2 numéros précédents, moi, en fait, j'étais là depuis le début. Les 2 numéros précédents, c'était quand même des poèmes, on va dire, c'était beaucoup plus rigoureux au niveau des rythmes et tout ça. Là, c'était déjà très très cadré à la base. La performance de Pogazol face aux Bleus, donc je voulais pas non plus. Je l'ai fait un peu comme j'ai senti. En tout cas, c'est dramatique. Hein. Ouais. Bah, en fait, on avait envie vraiment de rendre ça. Et, ouais, c'est vrai. Et le deuxième travail, il était sur l'équipe de France. En plus, c'était d'actualité, ça tombait bien, le projet sortait juste après. Et donc, on a bossé sur le parcours de l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Voilà, avec toujours ces allers-retours en fait, qui sont faits entre chaque personne qui constitue le binôme. C'est vraiment la patte du Playground, c'est vraiment ce crossover finalement entre d'un côté les rédacteurs et de l'autre côté les créatifs. Et voilà, on est vraiment très, très attaché à ça, mais il y a beaucoup c'est très diversifié en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de styles d'écriture, il y a beaucoup de styles de graphisme, de styles de créa. Et Stelios est très attaché à ça. Stelios, c'est le fameux Dunkakis. J'allais vous demander comment on se met d'accord. Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale ou est-ce que c'est chacun il met un petit peu sa plume et puis on mixe tout ça? C'est quoi la manière de travailler? Comment c'est défini? Pour le coup, je pense que ça dépend des 2 teams parce qu'on a la fameuse team rédacteur et celle de l'illustration. Moi, dans mon cas, c'est un peu compliqué parce qu'en général, je suis un peu occupé à faire d'autres trucs et j'ai pas souvent le temps d'être trop imprégné par l'ambiance du groupe et tout. Et ça, c'est le truc qui me chagrine le plus. Donc, j'espère que d'ici les prochains numéros, s'il y en a, Dunkakis fait-les, ça puisse se résoudre. Mais voilà, moi, dans l'idée, on a un espèce de panel de sujets qui sont un petit peu donnés par tout le monde, que ce soit les rédacteurs ou les illustrateurs, et ensuite chacun un petit peu pioche ce qui l'intéresse, et après on se contacte un peu les uns les autres pour savoir ce qui nous intéresse. Moi dans le coup, je bossais déjà un peu avec Amandine sur The Player, qui est le manga que j'ai fait sur du basket à côté, et vu qu'on bossait déjà ensemble, elle m'a dit écoute, moi je vais faire cet article, est-ce que ça t'intéresse? En plus Stelios qui est grec, lui il peut nous aider un petit peu sur 2-3 trucs, et je fais vas-y, on fait ça. Moi, je suis rentré direct. Quoi. Et pour la conception de l'illustration que tu as faite c'est toi qui as suggéré, c'est toi qui as plus les idées en tête, ou c'est ta collègue qui va justement te dire moi je vois un truc comme ça parce que ça doit être, c'est important que l'illustration elle veuille dire quelque chose avec ce qu'il y a à côté. Bien sûr. Non, là pour le coup, elle m'avait déjà donné l'article en soi pour que je puisse le lire, pour que je puisse m'imprégner du truc. Ensuite, il y a eu des petites idées. Elle a tout de suite eu l'idée on fait une planche de BD comme ce que tu as l'habitude de faire. En vrai, par exemple, elle s'attendait pas du tout à ce que je fasse de la couleur. Vu que sur The Player, par exemple, c'est du noir et blanc et beaucoup de gris aussi. Mais bon. Et du coup, ça a été un peu la surprise parce que moi, en fait, pour moi, ça me semblait évident qu'il fallait faire de la couleur. Sinon, ça rentrait pas dans les cases, mais je lui en ai pas parlé. J'ai fait mon truc de mon côté et puis je lui ai donné. Elle a été surprise et elle s'est dit mais c'est super en fait. Je m'attendais à beaucoup moins entre guillemets, sans vouloir me vexer. Et du coup, non, c'était plutôt cool à ce niveau-là. Il y a vraiment une liberté de création. Après, je sais pas du tout comment ça se passe avec les autres. Il y a peut-être un peu plus d'interaction. Moi, c'est vrai que souvent, on me dit fais ça. Tu n'entends pas parler de moi pendant 15 jours. Et puis, 15 semaines, c'est un peu beaucoup. Et puis, et puis je reviens avec le truc fini. Et après, voilà, 1 ou 2 jours avant la fin, il y avait 2-3 petits détails à régler. Par exemple, le fond qui est rouge, noir et blanc. À la base, il était jaune et orange. Et après, avec l'affiche à côté, au niveau de tout ce qui a été rédigé, on a commencé ensuite à mettre en pièces les 2 trucs et on s'est dit ok, on va changer la couleur. Donc j'ai fait 2-3 retouches et puis après ça donne l'illustration finale. Toi, c'est pareil, Thibaut, avec tes illustrateurs? En fait, moi, c'était l'inverse. C'est-à-dire que, alors, le choix des sujets, c'était souvent finalement les rédacteurs. On aimerait bien pour les autres numéros insuffler un peu comment on peut dire, un renversement de dynamique un peu. On aimerait bien en fait, en tout cas la team des rédacteurs entre guillemets, elle aimerait bien être un peu mise à l'épreuve ouais, c'est-à-dire que l'illustration, le thème, le sujet, elle soit... Non, pardon, je crois qu'on s'est pas compris. C'est-à-dire que le thème, le sujet de l'article, de la création, en fait, elles viennent du créa et qu'elles viennent pas du rédacteur.
Ok. Et ça, Ah ouais. c'est vrai que là, elle est beaucoup dans le sens du rédacteur. Hein, à la En gros, base. vous avez une idée de papier Mais, qui est ensuite illustrée par les créateurs. En ce moment, c'est comme ça, ouais. Alors que là, vous espérez plutôt faire l'inverse, que y a un créateur qui arrive avec un dessin, une idée ou quelque chose, et que vous écrivez un article dessus, c'est ça? Ouais, on les pousse à faire ça en fait. On les pousse à faire ça parce que je pense qu'en plus dans la... Alors ouais, c'est dur, mais je pense que dans votre quotidien de créa, vous êtes beaucoup... Enfin, vous, de façon générale, vous répondez à une demande assez souvent. Et que... C'est vrai que ça peut être l'occasion de... En fait, il n'y a pas de raison que flasher. les rédacteurs soient les maîtres. Question, vous l'avez mentionné, une petite dizaine. Est-ce que vous savez si ça recrute? Est-ce que vous cherchez des illustrateurs, des rédacteurs aussi? Est-ce que là, si les auditeurs qui écoutent et ils sont tombés sur le Playground se disent putain, moi aussi j'ai envie d'écrire là-dedans, le magazine est trop stylé, est-ce que ils peuvent vous rejoindre tout simplement? Oui. Oui, c'est libre. Il suffit juste de contacter le magazine directement ou Dunkakis pour le coup. Et je pense que ça se fait assez vite. Après, moi, je suis rentré dans les rênes du projet très facilement parce que je côtoyais déjà Dunkakis. De toute façon, c'est que du piston. Bah, bien sûr. Non, en vrai, anecdote assez marrante, j'ai découvert Dunkakis bien avant de le connaître personnellement. J'avais vu ses créations. C'était une création sur John Wall et en tant que fan des Wizards, c'était dans mon fond d'écran. Et je l'ai rencontré un an plus tard où il est venu me voir en me disant ouais, j'aime bien ce que tu fais et tout. Et puis en discutant un peu, je fais mais attends, mais t'es le mec en fait qui fait un... En fait t'es dans mon fond d'écran, mais en fait on se connaît pas. Et c'était assez marrant, donc voilà la petite anecdote. Et moi, juste dernière question, à quel moment Stelios vous contacte et vous dit on va faire le Playground 3? Genre, est-ce que c'est tous les rédacteurs qui sont disponibles et c'est le meilleur moment pour le faire, ou lui il vous envoie un message et dit faut qu'on en fasse un et là j'ai besoin de vous? En fait, c'est pas si simple, enfin c'est pas si... Ah ça j'imagine bien. non, mais comment dire, c'est pas si temporellement défini. Il y a une deadline en fait. Ouais. Une fois qu'on commence, on voit que les gens commencent à se rassembler, il y a un bon noyau de rédacteurs, parce qu'il faut préciser que, de rédacteurs ou de créa, pardon, il faut préciser que quand je disais c'est un collectif, c'est-à-dire qu'il y a des entrées, des sorties un peu, il y a des gens qui ont écrit sur le 1 et qui sont pas intervenus sur le reste. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure avec le 2 où j'ai pas pu être là. Ouais, exactement, donc c'est assez libre dans ce sens-là. Et juste pour avoir un ordre d'idée, là on a dû brider un petit peu le nombre de sujets. En fait, il y avait pas mal de rédacteurs. Il y a pas mal de rédacteurs qui sont intéressés. Et par contre, voilà, s'il y a des créas qui sont intéressés, il faut foncer. Hein. Voilà, auditeurs, Ouais, si vous avez du talent et que vous aimez le basket, n'hésitez pas. On voit beaucoup en plus sur Twitter là qui se lancent dans les illustrations et qui font ça plutôt pas mal là, sur les illustrations NBA et tout. Donc n'hésitez pas, c'est vrai que c'est peut-être le plus difficile à trouver. Les illustrateurs et les créateurs, tout le monde n'a pas ce talent de pouvoir dessiner et puis illustrer des sujets. Donc voilà, n'hésitez pas si vous nous écoutez, hein, n'hésitez pas. Tu voulais rajouter quelque chose, tu veux? Ouais, j'ai peut-être un dernier truc à dire. Là, on est content parce qu'il y a quelques minutes, on a annoncé une bonne nouvelle là, sur les réseaux. Sur les réseaux du Playground. D'ailleurs, je sais pas, vous les mettrez peut-être dans la description, sinon je peux les dire là, mais en fait, on a il y a des versions imprimées qui vont être faites du magazine, donc on est très très content de ça. Par contre, c'est édition limitée, donc il faut foncer. Voilà, a priori, on aura une centaine d'exemplaires. Et si vous voulez vous en procurer, en fait, donc là, je vous renvoie vers les réseaux du Playground. On a en fait un lien avec un formulaire. Il faut remplir un formulaire. Et a priori, ce sera 9 € la commande. Donc là, en fait, on est très content de ça. Et du coup, on va mettre ça, on va partager les réseaux maintenant à l'oral. On va le mettre dans le tweet du podcast également. Vas-y, dis-nous comment on écrit les... Alors, le Playground, pour ceux qui veulent se procurer... Pour ceux qui veulent se procurer cette édition extra limitée d'impression du nouveau numéro du Playground, rendez-vous sur le Twitter de la page Playground Webzine. Alors attention, il n'y a ni le O ni le U de Playground. Et après, c'est Webzine derrière. Voilà. Et voilà. Dans tous les cas, vous retrouverez ça juste en dessous du podcast de Time Out qu'on publiera ce soir. Et voilà, c'est vrai que c'est une super nouvelle. Ouais, on est content. Ouais.
C'est vrai que c'est une très très bonne, très bon magazine à avoir entre les mains. C'est vrai que c'est cool de le voir sur internet, mais il y en a qui sont des amoureux du papier et c'est vrai que ça peut être intéressant. J'aimerais en parler encore des heures, messieurs, de ce numéro. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le mieux, c'est encore de le lire par vous-même, d'aller sur Twitter. N'hésitez pas à aller le lire et regarder tout le travail qui a été fait derrière. Il y a un taf monstre. On va se quitter là-dessus. Merci à vous d'être venus dans cette émission. Thiago, merci. Je sais qu'on n'en a pas parlé, mais tu en as vaguement parlé, mais tu as sorti un manga. Ouais. Alors n'hésitez pas aussi à aller regarder ça sur sa page. De toute façon, il y a la pub du manga dans le magazine de Playground. Les choses sont bien faites. Donc vous pouvez cliquer dessus et vous le commandez. Donc voilà, merci en tout cas à vous d'être venus. Merci les gars pour cette 3e émission. On va se quitter là-dessus. Vous retrouvez l'émission comme d'habitude sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram aussi, les replays qui seront disponibles dès ce lundi soir. Et puis les gars, demain c'est la reprise. Et puis promis, la semaine prochaine on est en direct, c'est pour de bon. Et dernier petit truc aussi, cette année on va faire des paris, des pronostics. Retrouvez-les sur la page Twitter. Vous pourrez pronostiquer avec nous les résultats. Nous on va le faire en off. On va faire une petite guerre sur les pronos. Il y a pas mal de petits trucs à régler par rapport à l'année dernière. On fera ça du coup chaque semaine. N'hésitez pas, messieurs, merci. À la semaine prochaine. Et puis bonne reprise NBA. Profitez-en pour vous coucher tard, pour regarder tous les matchs toutes les nuits et voilà, boire du café. Vous connaissez la recette maintenant. Messieurs, à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Salut. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, Timeout On Air et Timeout-NBA.